Allez, 19h44, encore 10 minutes avec nos experts sur BFM Business, Fabrice Ravel, Steven Ekovic, Hélène Kounz et Wilfried Galland. Je voulais qu'on dise un mot, alors là, on va appeler ça la superposition des conflits actuels, Ukraine, Gaza, aujourd'hui l'Iran. Et on a le sentiment évidemment d'une communauté internationale complètement dépassée par les événements et en face de moins en moins d'autorités onusiennes. Plus de gendarmes du monde, c'est le rôle qui était attribué aux Américains jusqu'à peu de temps. Et certains qui vous disent, au moins pendant la guerre froide, vous aviez certaines grandes puissances capables de réguler le tout. Et on a l'impression que tout ça est remis complètement en question, finalement, Fabrice Ravel. Hein. C'est quand même... Alors ça, c'est très très juste. C'est la façon dont vous finissez votre question. Souvent, d'ailleurs, en cours, je le dis aux étudiants, maintenant, on a un tas de nostalgiques, généralement de nos générations, d'ailleurs. J'ai vu ça après la chute de l'URSS aussi. Ils disaient que c'était bien plus simple avant, parce qu'au bout d'un moment, il y avait quand même les deux grandes puissances. Mais en arrêtant quand même de sourire un instant, ce que vous dites est d'autant plus juste que ce qu'il faut quand même se rappeler sur les événements de 1967, la guerre des 6 jours et sur la guerre du Kippour, c'est qu'à un moment, l'Union soviétique et les États-Unis disaient aux différents belligérants, bon, maintenant, ça suffit. Ouais. Et pourquoi ? Parce que suivant les velléités des combats, suivant quels étaient les pays qui étaient mis en difficulté, il y avait le protecteur ou le grand frère, pour reprendre un terme d'Hélène Carrère d'Ancos, qui était alerté par le pays qui était mis en difficulté, plutôt les pays arabes en 1967, plutôt Israël au moins dans les premiers jours de 73. Et donc on a l'Union soviétique qui a dit en 67 aux Américains, bon maintenant vous arrêtez vos alliés parce que sinon nous on va intervenir. Et puis à contrario, les Américains ont dit en 73, bon maintenant il faut quand même arrêter parce que sinon nous on va être amenés à intervenir. Donc on avait l'impression... Les grands pouvaient parler au nom des... On avait l'impression qu'au moins il y avait quelqu'un qui comprenait la situation et qui arrivait à la gérer. Ce qui est très perturbant aujourd'hui, c'est que comme vous le dites, on a l'impression qu'il y a une multitude de conflits qui sont en train de pulluler partout, que personne n'a l'air de très très bien comprendre d'ailleurs pourquoi ils arrivent. Le point qui va être essentiel, c'est d'éviter que ces conflits puissent commencer à s'interconnecter. Oui. Ça va surtout être ça, la vraie question. De quoi vous avez peur exactement ? Il y a deux aspects qui sont intéressants. Moi, je trouve que, encore une fois, il y a un silence qui est assourdissant. Alors d'abord d'un certain nombre d'États qui sont de la région, dont on voit bien que leur silence... Je pense notamment à l'Arabie Saoudite et à la Turquie, dont il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même sunnites et qui ne doivent pas totalement se désespérer de voir que leur voisin chiite est en difficulté, se taisent. Bon, ça, on a bien compris les logiques. Mais la Russie, dont il ne faut pas oublier il y a 2 usines de drones, les Shahed iraniens qui ont été construits en Russie, reste quand même étonnamment absente, alors qu'elle avait donné d'ailleurs des matériels de protection antiaérienne à l'Iran. Et là, il y a un autre pays dont on voit bien que il ne dit trop rien non plus, c'est la Chine. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tous ces pays qui possèdent l'arme nucléaire sont d'accord sur un point, c'est qu'ils veulent garder l'arme nucléaire comme un privilège et ils veulent absolument éviter que l'arme nucléaire prolifère sur d'autres pays. La vraie question d'ailleurs, si vous me permettez de prolonger un instant mon propos, en essayant de laisser le plus possible de temps à mes voisins, c'est que comment cela va-t-il être compris par les autres pays au monde ? Est-ce que cette attaque de l'Iran qui prétend l'arme nucléaire va être compris comme un découragement ultime en disant voilà ce à quoi on s'expose si on a la prétention d'avoir un nucléaire, ou au contraire, est-ce que ça va être la pierre de touche finale qui va... Il faut aller de plus en plus vite parce que c'est une course de vitesse. Voilà, pour enfin protéger. Le paradoxe, c'est l'acharnement alors de la communauté internationale à essayer de priver l'Iran de l'arme nucléaire peut donner le sentiment à certains pays qu'il faut justement accélérer pour se l'approprier. D'autant plus c'était bien comme ça que l'Iran avait réagi quand elle avait vu en 2003 ce qui s'était passé en Irak. Non mais on est exactement là-dessus et moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que finalement, ces opérations-là, pour les Américains, c'est aussi d'une certaine manière un certain aveu de faiblesse. C'est-à-dire que, certes, ils ont sans doute donné au minimum leur accord, mais ils ne sont pas à la manœuvre. Ils ne sont pas à la manœuvre du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est totalement Israël qui a décidé de faire. Ce sont les alliés à l'extérieur qui décident. On voit que les puissances régionales, effectivement, sont sollicitées, mais on voit aujourd'hui en temps réel se déployer ce fameux monde de puissance d'intimidation. C'était un géopoliticien qui a fait un livre récemment là-dessus en disant on est dans la diplomatie de l'intimidation. Ce monde-là, on le voit se déployer aujourd'hui et je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, il est vraiment pas facile à lire et il génère énormément d'incertitudes sur comment est-ce qu'il peut se déployer dans d'autres scènes, dans d'autres régions. On pense à l'Asie par exemple. Exactement. Je voulais pas prolonger mon mot, mais rapport de force strict. Et on voit bien qu'il y a
signal que les Chinois regardent, parce qu'évidemment, ils ne pensent qu'à Taïwan. Et je pense que les Américains ont vraiment... C'est le deuxième signal après l'Ukraine. Ils sont en train de calibrer leur intervention par rapport à ce que les Chinois pourraient en interpréter. Le gros signal du moment, c'est une administration américaine qui n'est pas en mesure de jouer son rôle d'arbitre, avec une administration qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et ça laisse un vide très dangereux. Parce que l'ingérence par des personnes qui ne sont pas compétentes. Vous savez, il est en train d'être auditionné pendant que l'on parle à notre ministère de Défense, Pete Hegseth. Il n'a absolument pas les compétences et il n'a pas jugé bon de s'entourer d'une équipe compétente. La première chose qu'il a fait, c'était de virer tous les généraux. Donc, si vous voulez, alors tout à l'heure, vous avez parlé de guerre froide. On peut dire aussi qu'il y a quelque part une guerre civile froide aux États-Unis. Quand le président fête son anniversaire et capte une parade militaire. Donc, on n'est pas. Il voulait sa parade. Voilà, c'était sa parade à lui. Et pendant ce temps, il y avait entre 10 et 12 millions d'Américains qui ont manifesté contre lui, et pas que sur les côtes. Ce n'était pas un phénomène côtier, c'était dans les petites villes, les petits villages. Il y avait à peu près 2000 lieux de manifestations. Pas de roi, no king. Puisqu'on parle d'incompétence, je ne sais pas si vous avez vu cette scène de Ted Cruz qui est interrogé par Tucker Carlson, qui lui demande combien y a-t-il d'habitants en Iran. Et Cruz est incapable de répondre. Et Carlson lui dit, vous êtes incapable de dire le nombre d'habitants du pays que vous souhaitez attaquer. Enfin, mais d'une façon générale, il faut admettre que les élus, d'une façon générale, ne possèdent pas toujours des compétences approfondies sur les sujets. Et surtout aux États-Unis, c'est le staff. J'ai eu déjà cette expérience que le sénateur doit appeler son staff pour expliquer à quelqu'un la situation. Et tous ces membres du staff, ils sont des graduates des mêmes universités. Ils étaient en salle de cours ensemble. Ils avaient les mêmes professeurs. Donc, c'est ça jusqu'à présent qui donne une certaine stabilité. En France aussi, d'ailleurs. Les sortants de grandes écoles et d'autres. C'est comment dire, ce sont des équipes formelle, quasiment informelle, qui emmène une certaine prévisibilité dans les opérations d'un État. Mais je ne sais, ce président, c'est difficile de distinguer si vraiment je crois que les États-Unis ont encore une certaine capacité de gérer les choses. Mais là, il y a une retenue, il y a une retenue voulue par ce président. Il y a à la fois une retenue voulue et aussi il veut lancer des grenades dans l'économie internationale. Donc, c'est une autre raison pour laquelle c'est très, très difficile à déchiffrer Donald Trump. Il y a une idée un petit peu dangereuse qui s'installe partout dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, la force prime et la force peut tout régler, finalement. C'est ça. La force a toujours été importante. La force a toujours été importante. Après, aujourd'hui, effectivement, il y a... En géopolitique, c'est même, on va dire, le sous-bassement essentiel. C'est devenu la règle de base officielle. C'est un rapport de force. Et complètement décomplexé. Mais en fait, on est passé, souvenez-vous, Guillaume, on avait parlé de l'économie à somme nulle. Là, on est dans la géopolitique à somme nulle. C'est-à-dire, en fait, je dois gagner ce que d'autres vont perdre. On n'est plus dans la recherche d'un espèce d'accord où tout le monde peut avoir quelque chose pour répondre à ses objectifs. Non, on est simplement dans ce monde, c'est un éditorialiste du Financial Times qui appelait ça un monde de forteresse, où je prends ce que toi, tu ne veux pas me donner, et on n'est pas dans un monde de construction, on est dans un monde de rivalité pure. C'est vrai que si on applique ça à la géopolitique, ça va nous faire pas mal de choses à commenter, je pense. Donc, on est sur la méthode Trump. Donc, ça devient purement transactionnel et plus relationnel. Une méthode qui a contribué à décomplexer d'une certaine façon, on va dire ça comme ça. Si l'inspiration des États-Unis, voilà, nous en sommes. C'est hélas déjà terminé pour ce soir. C'était un très beau débat. Je vous remercie toutes et tous d'être venus ce soir. Hélène Kuntz, professeure à l'INSEC Paris. Stephen Ekovitch, professeur de sciences politiques et d'histoire à l'Université américaine de Paris. Fabrice Ravel, responsable du pôle géopolitique de l'ESCE. Et Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très vite, avec plaisir pour de nouvelles aventures. 19h54. Tech & Co, François Sorel dans un instant. On revient demain, bien sûr, à 18h pour de nouvelles aventures. Bonne soirée.